Segosawakwego, Robert, ariho de Banspel Junjats, the Norwegian Sadok, te Citaria, Latinigura, Aradako, I aussi à Gueso de Garide. Bonjour tout le monde, je m'appelle Robert Ariho de Banspel, je suis le porte-parole pour votre ERU. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on est avec quelqu'un qui est un de nos guerriers, qui fait face à la COVID-19 sur une base quotidienne, une infirmière qui demeure de notre communauté, un membre de notre communauté, qui va nous en parler de comment est-ce que ça se passe au niveau hospitalier, qu'est-ce qu'elle voit, qu'est-ce qu'elle constate. Elle va vous éclaircir. C'est quelqu'un de très impliqué. Donc, j'ai bien hâte de voir si elle peut nous aider à comprendre ou à prendre des décisions relatives au vaccin présentement pour la COVID-19 puis les cliniques qu'on est en train d'avoir dans notre communauté. Donc, je vous présente Anne Richard. Anne, merci beaucoup d'être venue aujourd'hui. Je pense que c'est très important que tu sois là. Anne, comme je disais, c'est une membre de notre communauté. Je la connais depuis tout le temps. Elle travaille en tant qu'infirmière. Donc, Anne, est-ce que tu peux nous dire où tu travailles? Je travaille à l'hôpital général juif de Montréal. Ça fait 17 ans que je travaille là. Je travaille en chirurgie cardiaque et cardiologie. C'est une unité en un, mais on a aussi le soin intensif cardiologie, où est-ce que nos patients, après un pontage du cœur, vont pour être plus stables. Ils sont sur les moniteurs et tout. C'est deux unités, une unité en un, mais c'est deux unités séparément. C'est différent. On a l'autre côté qui est la cardiologie. Donc, tu vois, autrement dit, des gens très en besoin des soins. Oui. Okay. Est-ce que, sans en être indiscret, est-ce que tu es beaucoup plus occupé depuis un an? Beaucoup plus, parce que maintenant, avec les mesures sanitaires, ça prend plus de temps à aller voir les patients. La plupart des patients sont isolés, surtout s'ils viennent d'une résidence. Ils doivent être isolés à cause de la propagation du COVID. On doit les isoler jusqu'à temps qu'on ait un test négatif. Et après ça, ils sont enlevés de l'isolation. En fait, ça prend plus de temps pour aller voir le patient. Donc, beaucoup moins de soins pour chacun des patients, j'imagine, parce qu'il n'y a pas plus de main-d'œuvre. Donc, tu peux passer moins de temps avec la personne parce que tu es obligé de prendre en considération des règles sanitaires. C'est ça. Okay. Est-ce que tu as constaté une augmentation par rapport à ton charge de travail à l'intérieur de l'hôpital présentement, compte tenu de la COVID-19 et la situation actuelle? Oui, la charge de travail a augmenté. Le fait que même si on a des patients qui sont quand même très malades, surtout les patients qui ont des problèmes de respiration, problèmes aussi, ils rentrent avec des points au cœur, ils ne savent pas exactement ce qui se passe. Des fois ils doivent subir une angioplastie parce qu'ils ont des blocages au cœur. Des fois, ils n'ont jamais eu de problème avant et tout d'un coup, ça se développe. Puis ça, c'est en lien avec la COVID-19. Ça peut être lié à la COVID-19, mais peut-être pas. Ça s'est peut-être juste développé soudainement. Okay. Fait que c'est un petit peu plus de charge de travail, le fait qu'on a des patients qui viennent de d'autres hôpitaux, qui viennent pour des chirurgies ou pour des procédures. On doit aussi faire le COVID swab, l'échantillon de COVID à chaque patient qui rentre à l'hôpital. Donc, puis ça, c'est aveuglement. Tout le monde doit la passer. Tout le monde. On en fait des milliers de tests par jour, là. C'est beaucoup plus. Beaucoup plus. OK, parfait. Puis tout, bien entendu, ça c'est au-delà des règles sanitaires qui sont mises en place, soit laver ses mains, distanciation sociale, se garder une masque, puis le tout, quoi. Oui. OK. Est-ce que on entend parler souvent quand il s'agit de la COVID-19 que les complications qui peuvent avoir lieu suite à un diagnostic positif de COVID-19, que c'est uniquement des aînés, les personnes plus faibles qui sont affectées. Est-ce que c'est toujours le cas? Bien, le COVID-19, je pense que ça affecte tout le monde, mais ça affecte plutôt les personnes âgées qui ont déjà des problèmes de santé. Okay. Mais ça peut aussi affecter des personnes plus jeunes, comme de la trentaine, quarantaine. On en a vu avec le coronavirus qui était aux soins intensifs, mais vraiment malade. Okay. Tantôt, tu m'en as parlé de quelqu'un en anglais, quelqu'un d'autour de 30 ans, si je m'abuse, qui s'est présenté avec une fièvre. Et peux-tu me le décrire pour tout le monde qui écoute, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui est arrivé à cette personne-là? Et combien de temps qu'ils sont à l'hôpital? Bien, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ce patient s'est présenté à l'urgence parce qu'il commençait à avoir de la fièvre, à avoir des malaises, des douleurs au dos. Il ne savait pas exactement pourquoi, il se sentait pas bien, mais on a su qu'il il était en vacances au Mexique pendant une semaine de temps.
Il s'est présenté à l'urgence presque la semaine après qu'il est arrivé. Et depuis ce temps-là, il était malade. Il avait le COVID, mais il a beaucoup de problèmes de respiration. Son cœur n'allait pas bien non plus, fait qu'il était très malade. Donc, à 30 ans, il y avait des problèmes Oui. qu'il n'aurait pas dû avoir, en quelque Non, sorte. c'est ça. OK. Puis, ça fait combien de temps combien de temps est-ce que cette personne-là a été à l'hôpital? Il est encore là. Ça fait combien de temps qu'il est rentré? Je dirais 1 mois, 2 mois. Mon Dieu. C'était à peu près 8 semaines, je pense. 30 ans, puis ça fait 8 Ouais. semaines qu'il est hospitalisé suite aux complications de la COVID-19. Ouais. Quelque chose quand même. Hein? Puis j'imagine que ce n'est pas la seule fois que vous voyez des Non. affaires de même à l'hôpital. On en a de tout âge. La plupart, c'est des personnes âgées, majoritairement. Mais on en a qui sont dans la trentaine, quarantaine, cinquantaine. Quand on parle des complications, tu nous as parlé de la personne à 30 ans qui a contracté la COVID-19, qui est présentement à l'hôpital depuis 8 semaines. Peux-tu me décrire un petit peu son état de santé, comment ça s'est passé chez eux? Ben là, il s'est commencé à détériorer, c'est devenu plus faible, il mangeait plus, parce que maintenant il était intubé. Parce qu'à un moment donné, il était plus capable de mettre. Il était sur un Optiflow, c'est un genre de. Un oxygène, c'est une machine d'oxygène qui donne plus de pression dans les poumons pour aider les poumons à avoir plus d'air. Mais quand ils arrivent à le maximum, la prochaine étape, c'est l'intubation. OK. En ce moment, cette personne-là, il est intubé. En ce moment, il n'est plus intubé. OK. Mais il l'a été. Il l'a été, oui. Il l'a été. Donc, assistance ventilatoire depuis toutes les 24 heures sur 24 pour une période de temps quelconque. À 30 ans. C'est quelque chose. Hein? Ouais. On constate que c'est. Est-ce que, j'imagine, si tu as quelqu'un qui est à 30 ans, tu es relativement en santé, en forme, qu'est-ce qu'il peut avoir comme attente au niveau de son état de santé quand il va sortir de l'hôpital? Bien, c'est sûr qu'il va y avoir des séquelles quand même assez importantes. C'est probablement la faiblesse qui va avoir beaucoup de difficultés. Aussi, réapprendre à marcher parce qu'il était quand même 8 semaines sans être en dehors de son lit. Là. C'est juste une semaine en dehors de ton lit, tu es déjà faible. Surtout avec les personnes âgées, c'est encore plus dur pour les faire mobiliser et avoir leur force pour marcher. Okay, donc, on parle d'atrophie musculaire dans l'ensemble. Ouais. Okay. Y a-tu, j'imagine qu'il a dû perdre. Il a perdu beaucoup de poids. Perdu beaucoup de poids en plus. Okay. Puis ça, on ne sait pas combien de temps ça va durer avant qu'il revienne quasiment normal ou. On ne sait pas. C'est différent d'une personne à l'autre. OK. OK, oui. C'est vraiment sérieux l'affaire. Une question indiscrète. Est-ce que tu t'es fait vacciner? Oui. OK. J'imagine que c'est obligatoire pas mal pour tout le staff à l'hôpital. Ils ne l'ont pas fait obligatoire, mais ceux qui voulaient se faire vacciner pouvaient se faire vacciner. OK. Compte tenu de ce que tu as vu, compte tenu de ta situation en tant que professionnel de la santé, est-ce que si un membre de ta famille, un être aimé te demandait « j'ai le choix de me faire vacciner », quel serait ton conseil? Moi, je leur dirais de se faire vacciner parce que ça va les protéger contre le coronavirus, mais aussi protéger leur famille aussi. Nos aînés sont ceux qui sont les plus affectés parce qu'ils ont beaucoup de problèmes de santé. Donc, aveuglement, ça serait « fais-toi vacciner si c'est oui, possible ». Oui, c'est ça. Penses-tu que ça aiderait dans ton job, ton charge de travail? Est-ce que tu penses que le monde qui se fera vacciner, ça va éventuellement diminuer le nombre de personnes qui sont obligées d'aller à l'hôpital? Je pense que ça va diminuer le nombre de personnes qui viennent à l'hôpital. Ça va diminuer aussi le nombre de cas positifs qu'on a à l'hôpital aussi. Parfait. Mais merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci de nous partager un petit peu ta quotidienne. On sait que ce n'est pas évident. On te remercie d'être infirmière. Merci de pour tout ce que tu fais pour nous autres. C'est très important. Merci beaucoup. Comme je disais tantôt, c'est concernant la vaccination, aujourd'hui, avec qui qu'on a parlé, avec Mme Anne Richard, une membre de notre communauté, une personne impliquée dans la guerre contre le COVID. Voilà, on est en instance de clinique de vaccination ici à l'intérieur de notre communauté. Si ça vous tente de vous faire vacciner après avoir entendu l'histoire de Mme Richard, je vous invite à nous appeler 514-467-8059 pour vous faire enregistrer pour un éventuel vaccin. C'est important. Ce n'est pas uniquement pour vous,
n'oubliez pas, c'est pour tout le monde, pour protéger votre famille et votre communauté. Nyawa Goa, Ganaslakarono. On se parle très bientôt. On y va.